Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire, notre pays, est-elle fréquentable? Ça c'est sûr, ça se voit à l'œil nu. Mais en revanche, est-elle visitable et vendable? Oui, disent les experts ivoiriens à la matière, mieux. Ils affirment haut et fort que le tourisme ivoirien pourrait être la pièce maîtresse, le moteur clé de notre développement. Le tout est de savoir pourquoi, comment et avec quels moyens. Nous allons le savoir tout à l'heure. Par ailleurs, peut-on parler de tourisme ivoirien aussi bien dans la forme que dans le fond? Au total, que pèse le tourisme ivoirien dans l'espace touristique mondial quand on sait que l'activité touristique, pensent en tout cas certaines personnes, est une activité de luxe. Eh bien, ce soir, ça va se savoir avec celui que nous présente Sita Soro, le ministre Roger Kakou, ministre du Tourisme. Diplômé d'un Master of Professional Studies School of Hotel Administration à l'Université Cornell à New York et d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Cocody à Abidjan, le ministre Roger Kakou a à son actif plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Plusieurs fois vice-président et directeur général en Afrique occidentale et orientale, notamment de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan et de l'Hôtel Intercontinental de Nairobi au Kenya. Il a également occupé des postes de direction dans différents organismes, dont l'Africa Travel Association. C'est en 2010 que Roger Kakou fait son entrée au Movenpick chaîne intercontinentale, hôtel de luxe d'origine suisse, pour gérer le portefeuille des hôtels complexes hôteliers et bateaux de croisière sur le Nil. Les hôtels du groupe sont principalement des hôtels 5 étoiles et 4 étoiles business et aéroports. La chaîne exploite 65 hôtels, près de 12 000 chambres, dans 18 pays, desservant 3,5 millions de personnes chaque année. Par ailleurs, le ministre Roger Kakou a été également membre de l'équipe exécutive du Blue City Company à Oman, où il était en charge du développement de toutes les installations de complexes hôteliers, centres de spa et terrains de golf du plus grand projet immobilier jamais réalisé au Sultanat d'Oman. Jean-Gabriel Pérez, président directeur général du Movenpick Hôtel et Resort, disait de Roger Kakou que l'ouverture imminente d'hôtels de très haut gamme en Tunisie, au Ghana, en Palestine et les nombreux projets en développement nous ont amenés à engager un professionnel reconnu sur le continent africain et apprécié par les compagnies propriétaires pour ses qualités d'opérateur et de développeur. À sa prise de fonction en novembre 2012, le ministre Roger Kakou signalait que l'urgence est de se mettre à la tâche pour réaliser les objectifs du président de la République. Monsieur le ministre. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. À nos téléspectateurs, hein. Ils vous écoutent. Hein. D'ailleurs, ils interviendront dans cette émission, je vous le dis déjà, parce que ils pourront appeler Maïsako au 22 40 12 58. Eh bien, elle sera là pour prendre leurs préoccupations en compte. Alors, monsieur le ministre, les règles du jeu sont connues. Hein. Vous serez interrogé par 3 journalistes. Le premier qui va vous interviewer, vous s'entretenir avec vous pour être précis, s'appelle Rémi, Koulibaly de Fraternité Matin. Avec lui, vous parlerez du cadre institutionnel et juridique. Et puis viendra le tour de Diakité Ibrahim, lui est de Radio Côte d'Ivoire. Avec lui, il sera question de ce que vous offrez, vous en tant que ministre du Tourisme, à vos compatriotes. Et puis pour terminer, un visage que vous connaissez très bien, c'est notre spécialiste maison dans la télévision, à RTI 1. Elle s'appelle Patricia Oumouitia. Avec vous, elle va parler de la destination Côte d'Ivoire, un sujet qui nous préoccupe. Alors, cela dit, monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation au nom de la direction générale et la direction de l'information télévisée. Eh bien, nous allons commencer. Vous avez en face de vous Rémi Koulibaly de Fraternité Matin. Rémi, bonsoir. Bonsoir, le ministre monsieur le ministre. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un ministère du tourisme depuis les années 60, mais force est de savoir que ce n'est que depuis 2014 que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code du tourisme et d'une politique générale du tourisme. La question qui vient tout à fait à l'esprit, c'est de savoir, monsieur le ministre,
Depuis toutes ces années, le tourisme ivoirien a-t-il navigué à vue? Et à partir de ce nouveau code du tourisme dont s'est dotée la Côte d'Ivoire, on est bien demandé de savoir quels sont les grands axes des réformes que vous avez entrepris à partir de ce code général du tourisme et de cette politique générale du tourisme. Bien, je vous remercie pour votre question et merci de me recevoir sur votre plateau. Le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés en fin 2012 pour prendre la responsabilité de ce département du tourisme. L'objectif étant de faire du tourisme l'un des moteurs clés du développement de notre pays. Alors je dirais que la Côte d'Ivoire sortait de plusieurs années de crise et je ne vais pas m'étarder sur cela, mais cette crise a affecté le secteur du tourisme de manière très significative, au point qu'on a fait un état des lieux quand j'ai rejoint le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient à reprendre, étaient à refaire, étaient à organiser. Il a fallu travailler sur différents axes stratégiques et celui dont vous parlez, c'est l'axe institutionnel et juridique. Donc il s'agissait d'abord de travailler sur une politique générale du tourisme, ce que l'on a fait, qui a été adopté par le gouvernement. On a dû travailler également sur un code du tourisme qui a été adopté par l'Assemblée nationale, et c'est bien de le signaler. C'est le premier code du tourisme de la Côte d'Ivoire indépendante, le premier code du tourisme depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce code du tourisme donc, qui réglemente le secteur du tourisme, et ça nous a permis de travailler ensuite sur des décrets d'application qui venaient pour réglementer la profession ou les professions liées au secteur du tourisme, c'est-à-dire les hôteliers, les restaurateurs, les agents de voyage. Aujourd'hui, on a une très bonne visibilité au niveau juridique, au niveau institutionnel, au niveau réglementaire, suite à l'adoption de tous ces textes et des décrets signés par son Excellence le Président de la République. On a une très bonne visibilité sur qui fait quoi dans le secteur du tourisme. Ça nous permet de... Je vous prends au mot de cette situation de sinistre dans laquelle se trouvait le tourisme ivoirien. Et à partir de l'application de ces différents décrets et textes réglementaires, où en est-on aujourd'hui? De l'état des lieux de 2013 où vous êtes aux affaires à 2015, quel est l'état des lieux du secteur touristique ivoirien? Alors, je vous disais, l'objectif, c'était de faire du tourisme l'un des moteurs clés du développement de la Côte d'Ivoire. Le tourisme est une activité qui est, c'est bien connu, une activité qui est créatrice d'emplois, créatrice de richesses et qui vient en réduire la pauvreté. Le tourisme aujourd'hui est la première industrie de services au monde. C'est 1500 milliards de dollars de recettes générées par l'industrie du tourisme. Au niveau des emplois, c'est 250 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie du tourisme. Rapporté à la Côte d'Ivoire. Alors, rapporté à la Côte d'Ivoire, quand on a pris nos responsabilités, on avait en Côte d'Ivoire, pour l'année 2011, par exemple, on avait 290 000 touristes enregistrés qui étaient venus en Côte d'Ivoire. On s'est fixé pour objectif d'atteindre le chiffre de 500 000 touristes avant la fin en 2015. Je parle de touristes internationaux, donc ceux qui arrivent de l'étranger. Je dois dire qu'en 2014, fin 2014, on était à 470 000 touristes et, internationaux, et on a enregistré en touristes nationaux en 706 000 touristes nationaux, donc un total d'à peu près près de 1,2 million de touristes. Je pense que c'est une très belle performance. En 2011, le tourisme a représenté 0,6% du PIB en Côte d'Ivoire. En 2014, selon la Banque mondiale, le tourisme représente 4,8% du PIB. Donc vous voyez des progrès qui sont significatifs. Et je dois dire que la route est encore longue parce qu'on ne peut pas
être fier de ce que l'on fait, il faut que l'on se compare à nos voisins, aux destinations concurrentes en Afrique. Et je dois dire qu'on est sur la bonne voie, certes. On a un développement qui est aujourd'hui exponentiel et qui va de pair avec le développement de notre pays, c'est sûr, puisque l'environnement est favorable. L'environnement qui est créé par la politique de son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui travaille au développement de notre pays avec des résultats qui nous sont enviés de par le monde. Des taux de croissance qui frôlent les 2 chiffres. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire ici, mais au niveau du tourisme, je dois dire qu'on a profité de cet environnement qui est favorable, parce que le tourisme est une activité qui est tout à fait transversale et on ne peut pas parler de tourisme si on n'a pas des conditions minimum telles que les conditions au niveau de la sécurité, des conditions au niveau des infrastructures, qu'elles soient routières, aéroportuaires, portuaires même, des conditions au niveau du sanitaire, des points de santé à travers le pays. Donc, toutes ces conditions-là sont aujourd'hui réunies. Et au niveau sécuritaire, on a un indice de sécurité qui est comparable aux principales capitales de l'Occident, qui frôle les 1,3. Au niveau des infrastructures, vous voyez tout ce qui est fait au niveau routier, au niveau aéroportuaire, les aéroports de San Pedro, de Korogo, de Bouaké, qui ont réouvert, les lignes intérieures qui ont commencé avec Air Côte d'Ivoire, au niveau des routes, les ponts, les autoroutes. Enfin, les conditions pour nous sont réunies pour pouvoir vendre notre destination, faire passer le message à travers le monde que la Côte d'Ivoire est de retour, Côte d'Ivoire is back. Vous pouvez venir visiter ce beau pays en toute tranquillité. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les conditions réunies, il faut avoir les potentialités. Et effectivement, la Côte d'Ivoire est un très très beau pays, très riche, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On travaille actuellement au département du tourisme sur plusieurs niches, dont le balnéaire, mais pas que le balnéaire, l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux, le tourisme sportif, l'agrotourisme. Enfin, nous sommes passionnés par ce que nous faisons et je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Justement, Monsieur le ministre, cette vision de la Côte d'Ivoire qui fondera son développement sur le tourisme, ça se fait aussi avec des hommes. Aujourd'hui, quel est le statut et quelle est la programmation, la vision que vous voyez des hommes qui pourront servir ce tourisme-là pour pouvoir le mettre sur des sommets? Je veux parler justement du décret portant réglementation des activités ou professions touristiques. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Alors, je vous ai dit qu'on travaillait sur 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'est donc l'environnement. L'environnement du secteur du tourisme, c'est-à-dire le cadre institutionnel, juridique, dont vous avez parlé. Alors, le deuxième axe étant l'amélioration de l'offre, c'est-à-dire l'environnement de l'offre dans le secteur du tourisme. Alors, par offre, j'entends bien sûr le produit en lui-même, c'est-à-dire les sites, les réceptifs d'hébergement, si vous voulez. Mais le point le plus important, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Oui, le ministre, oui, les offres, je répondais à sa question. Oui, à sa question. Je pense que peut-être qu'il faut ajouter, il y a la formation des hommes. Je pense que c'est surtout ça qui le préoccupe. C'est ce que je voulais dire. Voilà, alors, derrière tout ça, il y a les hommes. Et les hommes, bon, il faut les former. Le tourisme est un secteur économique qui est bien spécifique et qui réclame des qualifications également bien spécifiques. Alors, on parle des hôteliers, on parle des restaurateurs, on parle des agents de voyage, on parle des guides touristiques. Toutes ces professions-là sont des professions qui demandent un niveau de connaissance, un niveau de qualification qui, c'est sûr, peut s'acquérir au fil des années avec l'expérience, mais il est souhaitable qu'il y ait une formation qui soit faite pour placer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sur le marché du travail. Et c'est de cette formation que je voulais parler au niveau qualification.
Très bien. Allez-y. Monsieur le ministre, il y a aussi les infrastructures hôtelières. C'est beaucoup d'investisseurs privés qui frappent à la porte de la Côte d'Ivoire pour construire des hôtels. Mais il y a aussi les réceptifs hôteliers qui sont sous la tutelle du ministère du Tourisme. Et je veux parler des sociétés comme la Société des Palaces de Cocody, Soder Toulac. Et aujourd'hui, pour ne pas tomber dans le syndrome de ce qu'on a eu dans la filière cacao, il y avait une pléthore de structures, on ne savait pas qui faisait quoi. Je veux savoir aujourd'hui, spécifiquement, la SPDC s'occupe de quelle structure hôtelière, Soder Toulac de laquelle. Et aujourd'hui, quel est le statut spécifique, par exemple, d'une société comme Eden Golf Hotel, qui a aujourd'hui la gestion du Golf Hotel d'Abidjan et d'autres structures? Qu'en est-il de l'Ivoire Golf Club, qui, si je ne m'abuse, sera cédé à un opérateur privé nigérian? Que deviendront les employés de l'Ivoire Golf Club? Autant de questions que les Ivoiriens voudraient que vous y répondiez, en toute franchise. Oui, alors, c'est vrai qu'au début des années d'indépendance, en feu, le président Houphouët-Boigny a souhaité créer une infrastructure hôtelière pour pouvoir placer la ville d'Abidjan sur la carte au niveau sous-régional, au niveau régional et même au niveau continental. Donc, dans un premier temps, il a procédé à la construction de l'Hôtel Ivoire. Ça a été suivi par le Golf Hotel. C'était suivi ensuite par d'autres infrastructures hôtelières. On a vu la construction de l'Hôtel Président. Ensuite, il y a eu les différents golfs. Et il a souhaité qu'il y ait des fêtes de l'indépendance tournantes. Et à l'occasion de ces différentes fêtes de l'indépendance tournante, il a fallu créer une infrastructure hôtelière, des réceptifs d'accueil, des réceptifs d'hébergement, ce qui a donné naissance à ce que l'on connaît aujourd'hui comme les ex-Sieto. Alors, l'État n'ayant pas pour vocation de gérer des hôtels, ni d'en être les propriétaires, une société a été créée à cette époque-là pour gérer le patrimoine de l'État, c'était la SPDC, donc qui est une société de patrimoine, qui au départ n'était pas une société de gestion, qui est une société de patrimoine, donc qui aujourd'hui a dans son portefeuille l'hôtel Ivoire, le Golf Hotel, l'Ivoire Golf Club, l'hôtel de la Paix à Daopo, par la suite et les Ambol. Et par la suite, il a été créé une deuxième société de patrimoine qui est la Soder Tourlac, qui a dans son patrimoine donc l'hôtel président de Yamoussoukro, le président Golf Club de Yamoussoukro, l'hôtel des parlementaires et celui de Séguéla. Donc ce sont des sociétés de patrimoine et qui ont un rôle aujourd'hui qui est étendu au développement dans le domaine touristique, dans les régions où elles ont donc une responsabilité. C'est-à-dire que la SPDC s'occupe du sud de la Côte d'Ivoire, si vous voulez schématiser, et la Soder Tourlac du nord de la Côte d'Ivoire. Ces sociétés n'ont pas pour vocation de gérer les hôtels. Donc vous avez vu que l'hôtel Ivoire, qui a été géré pendant de nombreuses années par le groupe international Intercontinental Hotels, l'est depuis donc, le 1er janvier 2013 par le groupe Accor sous l'enseigne Sofitel. Le Golf Hotel a fait l'objet de la signature d'un contrat de gestion entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société des Lagunes, qui aujourd'hui gère le Golf Hotel sous l'enseigne Eden. C'est une société ivoirienne et on est fiers d'avoir fait confiance à des Ivoiriens pour la reprise de la gestion du Golf Hotel. Et vous avez parlé du groupe nigérien ARN. C'est vrai que l'on est en négociation, rien n'est fait, mais on est en négociation pour la rénovation et l'extension de l'Ivoire Golf Club. On est en négociation très avancée avec le groupe ARM, qui est un groupe nigérian. C'est le premier groupe financier, non bancaire du Nigeria, avec près de... Enfin, je ne voudrais pas lancer les chiffres ici, mais c'est un groupe très sérieux, dont le projet se résume à
la rénovation de l'existant, la remise en état du golf club avec des aménagements qui en feront, enfin du parcours de golf, avec des aménagements qui en feront un parcours international, la construction d'un nouvel établissement de 5 étoiles, un établissement hôtelier de 5 étoiles, de près de 250 chambres, et la construction de résidentiels, c'est-à-dire des villas au standing et des appartements au standing. Donc un investissement qui avoisine les 150 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, c'est un projet structurant qui va venir embellir donc, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, si vous voulez, au niveau du patrimoine de l'État, à terme, ce patrimoine sera géré par le secteur privé tout en restant dans les actifs de l'État. Voilà, pour répondre à votre question. Ok. Merci, Monsieur le ministre. Mais il y a une question qui est aussi très intéressante. En février, vous aviez lancé à Assini le plan cadastral de la zone touristique de cette zone balnéaire, qui date pourtant de 1975. 35 ans avant de pouvoir mettre en exécution un décret qui a été signé. C'est déjà une bonne chose. Où sont les résultats? À quand les résultats justement de ce plan cadastral d'Assini? Est-ce qu'il y aura aussi une extension à d'autres zones touristiques du pays? Alors, pas 75, en 70, le président Houphouët-Boigny a signé un décret qui fixait Assini comme une zone touristique prioritaire. Donc il avait pour l'ambition, bien sûr, vu le potentiel d'Assini, puis il avait pour ambition qu'il y ait un développement conséquent au niveau touristique. On a vu l'avènement du Club Méditerranée, on a vu l'avènement de Valtour, mais malheureusement, plus rien ne s'est fait depuis. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a encore du potentiel, aussi bien à Assini que dans la zone qui entoure Assini. Alors, on a décidé de faire établir, en collaboration avec le BNET, un plan cadastral qui va nous permettre de savoir qui est qui fait quoi à Assini. Et si on a des possibilités d'encourager des investisseurs locaux et internationaux à venir investir à Assini dans les zones qui seront encore disponibles, on le fera. Mais il ne s'agit pas que d'Assini. On va faire établir un plan cadastral pour les zones que l'on considère prioritaires touristiques. On parle de Jacquesville aujourd'hui, on parle de l'île Boulet avec la construction prochaine du pont. Mais tout ça, c'est dans le sud, hein, monsieur le ministre. Oui, mais attendez. On commence avec le balnéaire. On parle du sud-ouest, c'est toujours le sud. Mais en les régions très très riches comme celle de l'ouest, les alentours de Mans, du nord, avec tout le tourisme culturel et le tourisme religieux. On a des mosquées centenaires dans le nord du pays, certaines qui doivent être bientôt inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, l'objectif, c'est qu'à travers la Côte d'Ivoire, l'établissement de ces plans-là, va nous permettre de pouvoir délimiter des zones qui seront réservées à un développement touristique. Voilà, c'est l'objectif du plan cadastral d'Assini, mais ce n'est qu'un premier pas. Et l'objectif, c'est que l'on ait à disposition ce plan-là dans les 5-6 mois. Très bien. Alors, merci à Rémi, monsieur le ministre. Le temps de permettre à notre confrère de Radio Côte d'Ivoire de s'installer, nous allons faire un tour au téléphone, voir avec Maïs Sako quelles sont les préoccupations qui ont été déjà exprimées par les téléspectateurs. Maïs Sako. Merci à vous, Monsieur Traoré Abou. Bonsoir à vous, Monsieur le ministre du Tourisme. Nous avons pour l'instant une seule préoccupation. Elle nous vient de Monsieur Enoblé. Il nous appelle de San Pedro. Il est le président des hôteliers du Bas-Sassandra. Sa question est la suivante. Est-il possible d'apporter des amendements au nouveau code du tourisme? Est-il possible d'apporter des amendements au nouveau code du tourisme? Voilà pour l'instant
la seule préoccupation que nous avons pu recueillir. Monsieur le ministre, vous avez compris, vous avez noté la question de ce téléspectateur qui nous a appelé de San Pedro, qui d'ailleurs connaît bien ce dont tu parles parce qu'il est président des hôteliers du Bassa Sandra. La question est toute simple. Est-il possible aujourd'hui, à cet instant, d'apporter des modifications au Code du tourisme? Bien, je salue M. Noblé, que je connais bien, qui est président des hôteliers de San Pedro, qu'on voit régulièrement lorsque l'on a l'occasion de visiter cette belle et riche région de Côte d'Ivoire. Alors, je ne suis pas sûr de la question. Est-il possible d'apporter des amendements au Code du tourisme? Le Code du tourisme a été adopté par l'Assemblée nationale en mars 2014, il y a 1 an. Alors, je pense que M. Noblé, sachant qu'on a la politique de la porte ouverte, on pourrait venir à mon bureau et me dire exactement ce qu'il veut changer. Et je pense qu'on pourra en discuter sans avoir à rechanger le Code du tourisme. On a pris près de 6 décennies pour avoir un Code du tourisme. Si après 1 an, on commence à vouloir y apporter des amendements, bon, je pense que ça ne me fait pas trop sérieux. Alors, monsieur le Président, venez à Abidjan, on va discuter, et puis s'il y a des choses à faire... Il a certainement sa petite idée là-dessus. Très bien. Alors, Diakité Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré Abou. Le ministre Roger Kako vous écoute. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, dans votre développement, vous parliez de nos infrastructures hôtelières. Alors, quel est l'état aujourd'hui, en 2015, de ces infrastructures? Alors, une situation, je l'ai dit, bien dégradée. Et c'est ce qui fait l'objet du deuxième axe stratégique du département du tourisme, c'est l'amélioration de l'offre. Alors, par offre, j'entends le produit touristique, c'est-à-dire, oui, les infrastructures hôtelières, entre autres, les sites touristiques, mais il y a l'offre en termes de services. Donc, si on prend secteur par secteur, si vous voulez, au niveau des établissements hôteliers, situation dégradée. Parce que pendant près d'1 décennie, il n'y avait plus de visiteurs en Côte d'Ivoire, ni visiteurs internationaux, ni trafic au niveau national. Donc, les hôteliers se sont retrouvés avec des déficits de trésorerie qui ne leur ont pas permis de rénover et même de maintenir leur réceptif. Ce qui fait que beaucoup d'hôtels sont bien dégradés et ont un grand besoin de rénovation. Alors, est-ce que sur ce volet, vous comptez leur apporter un appui pour, on va dire, soit réhabiliter ou rénover leur structure? J'en profite, Monsieur le ministre, pour justement poser la situation des ex-Cieto. Ouais. C'est quand même des patrimoines de l'État. Ouais. Qui ont été mis en place pendant les fêtes tournantes. Je prends un cas précis. Quand je regarde l'hôtel Renaissance du Dimokro, je suis très mal au cœur, hein, vous savez. Et ça, c'est du patrimoine. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui pourraient être prises pour sauver tout ce patrimoine de l'État? Oui, alors... C'est la même question. Oui, pour répondre à ces questions-là, donc des réceptifs qui sont bien dégradés et une situation de trésorerie due à la crise qui n'a pas permis donc l'entretien, le maintien et éventuellement la rénovation de ces hôtels-là. Alors aujourd'hui, avec la reprise économique, avec le trafic hôtelier qui est en pleine croissance, la situation de trésorerie s'améliore, bien sûr, et beaucoup d'hôteliers ont déjà entrepris de rénover leur réceptif. On le voit sur la place d'Abidjan, des hôtels comme l'Hôtel Ivoire sont en rénovation. On a vu le Novotel qui est en rénovation. On a vu le Palm Club qui a fait une rénovation très importante et qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Et d'autres hôtels qui vont être rénovés. Le Pullman, le Tiama a fait une rénovation aussi très importante et présente aujourd'hui un produit de très bonne qualité. Au niveau des plus petits établissements, c'est la même chose. Beaucoup de travail est fait.
les hôteliers espèrent beaucoup plus de l'État en termes d'accompagnement. Et on est en train d'étudier pour voir comment on peut les accompagner, soit en obtenant des établissements financiers, banques et autres, en des conditions favorables pour pouvoir leur permettre de rénover leur établissement. Pour les ex-IETO, c'est vrai que c'est un nom qui aujourd'hui est utilisé un peu facilement. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était des hôtels appartenant à l'État et qui étaient gérés par la société ivoirienne d'exploitation du tourisme et de l'hôtellerie Sieto. Alors aujourd'hui, tous ces hôtels sont appelés ex-Sieto. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous la propriété de l'État. Entre-temps, il y a eu des acquisitions, il y a eu des cessions, il y a eu des ventes. Alors aujourd'hui, ils sont appelés ex-Sieto, mais ils ne sont pas tous la propriété de l'État. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme est en train de finaliser un inventaire complet, exhaustif, de tous ces hôtels qui, à un moment donné, ont été la propriété de l'État, avec l'aide du cabinet de privatisation, avec l'aide de certains conseils juridiques, afin que l'on sache quels sont les hôtels qui, aujourd'hui, appartiennent de l'État. Beaucoup ont été cédés soit des privés, soit des collectivités locales. Et quand on aura ce rapport final qui nous dira tel hôtel X ou tel hôtel Y est la propriété réelle de l'État, à ce moment-là, on verra quoi en faire. Il y a des hôtels, par exemple, l'hôtel de Dalois, qui est une carcasse aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de définir, est-ce que cet hôtel appartient à l'État? Est-ce qu'il appartient à la mairie de Dalois? Est-ce qu'il appartient à un conseil régional? Donc, oui, il y a une problématique là que l'on veut résoudre avant d'attaquer le problème de comment les remettre en état et comment les offrir de nouveau à une clientèle nationale et internationale. Donc, on travaille sur cet aspect-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parallèlement à cela, il y a une nouvelle offre qui vient s'ajouter à l'offre existante. Ce sont tous les hôtels qui sont en construction. Vous avez vu sur la place d'Abidjan, on a le Radisson à l'aéroport, on a l'hôtel Azalaï sur le boulevard Giscard d'Estaing, on a l'hôtel, le Palm Club, qui a ouvert il y a quelques semaines, on a le Cine Hotel qui est au plateau, on a beaucoup d'hôtels qui sont en construction et qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Mais ce sont des hôtels qui se situent entre 3 et 5 étoiles, avec une capacité qui, pour la moyenne, varie autour de 170, 180 chambres. Donc une offre additionnelle sur le marché local d'à peu près 1200 chambres avant la fin du premier trimestre 2016. Donc au niveau de l'offre, c'est positif. Parallèlement à cela, on parlait de formation tout à l'heure. L'offre doit être accompagnée par un service de qualité. Et sur ce plan-là, le ministère travaille aussi avec l'aide de pays amis. On a des étudiants qui partent dans certains pays amis avec des bourses qui sont offertes par ces pays. On a des étudiants qui sont partis en Inde, des étudiants qui sont partis au Japon, des étudiants qui sont partis en Chine. Et je dois faire une mention tout à fait spéciale au Royaume du Maroc, puisqu'on a jusqu'aujourd'hui près de 150 bourses offertes par le Royaume du Maroc à la Côte d'Ivoire pour pouvoir y envoyer ces étudiants dans le cadre de programmes de BTS. Je dois dire que cela participe du renforcement des liens d'amitié entre le Royaume du Maroc, la République de Côte d'Ivoire et de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président Alassane Ouattara. Donc, vous voyez au niveau de la formation, il y a un gros travail qui est fait. Donc, alors, au niveau de l'État, laissez-moi terminer, au niveau de l'État, on ne compte pas que sur l'extérieur. On a des établissements éducatifs, hôteliers, qui existent. Et encore, là, je dois dire que encore le Royaume du Maroc
offre à la Côte d'Ivoire un lycée de formation professionnelle avec une orientation toute particulière sur le secteur du tourisme. Et on travaille en bonne intelligence avec mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, pour travailler avec nos frères et amis marocains sur le contenu de ce futur lycée. Et il est même question que les experts marocains reprennent la gestion du lycée hôtelier existant. Donc, on travaille sur la formation et c'est un secteur qui nous tient à cœur parce qu'on peut avoir le plus bel établissement du monde s'il n'y a pas un service de qualité qui est rattaché, on n'a rien fait. Très bien, Monsieur le ministre, je comprends tout à fait aisément pourquoi le Maroc a été choisi comme invité d'honneur. Vous avez répondu à une de mes soucis. Je suis en train de vous demander. Je vous demandais pourquoi le Maroc était invité d'honneur. Au prochain là, j'ai compris. Maintenant c'est très clair dans ma tête. Alors, vous parlez du Maroc étant invité d'honneur, mais vous ne dites pas invité d'honneur de quoi? On a le Salon international du tourisme d'Abidjan. Il y avait une question là-dessus. Qui va ouvrir ses portes le 7 mai et qui va durer 3 jours, du 7 mai au 10 mai. Et effectivement, le Maroc, cette année, est l'invité d'honneur. Et on veut, par cette invitation qui a été acceptée spontanément par nos frères et amis marocains, en l'occurrence le ministre Larsen Haddad, ministre du Tourisme du Maroc, on veut rendre hommage à tout ce que le Royaume du Maroc fait pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis, dans plusieurs domaines. Nous, on parle pour notre paroisse, mais on pourrait parler des infrastructures, on pourrait parler du ciment, mais on se concentre sur le tourisme. Alors, Monsieur le ministre, sur la question, vous parlez toujours de tourisme d'Abidjan. Tout à l'heure, en parlant de rénovation, c'est que des hôtels d'Abidjan, vous avez cité. Mais pourtant, on sait que les week-ends, nos plages sont pris d'assaut par des Ivoiriens, des non-Ivoiriens. Alors, qu'est-ce qui est fait pour, on va dire, ces hôtels qui sont en bordure de plage? On a de belles plages. Et puis, parlant de la salubrité, nos plages aujourd'hui, allez voir, elles peuvent ne pas attirer beaucoup de touristes. Oui, alors, quand j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, j'ai dit qu'en 2014, on était à 490 000 touristes internationaux. Et j'ai parlé de 706 000 touristes nationaux. Les touristes nationaux, ils ne sont pas à Abidjan. Ce sont des nationaux ivoiriens ou résidents en Côte d'Ivoire, mais dans la très grande majorité des Ivoiriens qui vont visiter, s'ils sont à Abidjan, qui vont aller à Man, qui vont aller à Korogo, qui vont aller à Odjéné, qui vont aller à Bengourou ou qui vont aller à Bassam, à San Pedro. Mais il ne faut pas en prendre le balnéaire et l'isoler comme étant la seule niche que l'on puisse développer. Donc, nous, on a pour ambition d'accroître le flux de touristes internationaux, mais on a pour ambition aussi de développer le tourisme national. Le tourisme, c'est un facteur de paix, de cohésion sociale. Et si l'Ivoirien apprend à mieux connaître son pays, je pense que ça peut aider à la cohésion sociale, à la paix, et c'est d'actualité aujourd'hui à la réconciliation nationale. Donc on travaille dans ce sens-là et on essaye de développer les infrastructures, de travailler sur les sites touristiques, mais de développer également les infrastructures. On a fait des visites dans l'ouest du pays, on a été faire des visites à Séguéla, on a visité une mosquée centenaire à Siana, et on a vu des différents sites et le ministère entreprend de mettre en valeur ces sites, soit en les aménageant et en aménageant des aires de repos, de réception avec un peu de restauration autour pour que les touristes, quand ils passent, puissent s'arrêter avec bien sûr un peu de vente d'objets d'art locaux et tout. Ça fait vivre la population locale. Et ça met en valeur le patrimoine culturel de notre pays. Alors pour les plages,
qui sont Et souvent envahis menacés même, hein. et Menacés même les plages, hein. menacés par une l'approche- population. Non, menacés avec, on va dire, l'approche des vagues qui tendent à détruire souvent certaines installations. Oui, On oui, parlé il y a de un tout ça. phénomène d'érosion Un phénomène d'érosion. qui se passe, mais je Et pense surtout que, la salubrité sur je nos pense que plages. le gouvernement travaille sur ce problème-là, le ministère de l'Environnement travaille sur ce problème-là, et je pense qu'on va très bientôt trouver des solutions pour tout ce qui est salubrité. Je sais qu'avec la collaboration entre le ministère de l'Environnement et les collectivités locales, si vous prenez Bassam par exemple, avec la mairie de Grand Bassam, un effort est fait pour pouvoir gérer ce flux de résidents abidjanais qui arrivent à Grand Bassam le week-end, tous les week-ends. Mais bon, je pense que la situation s'est bien améliorée par rapport à ce qu'on a connu il y a 2 ans. Le maire de Grand Bassam fait de gros efforts. On n'y est pas encore, mais on est sur la bonne voie. Alors, parlons des sites touristiques. On peut les chiffrer aujourd'hui à combien pour la Côte d'Ivoire et qui pourraient être attractifs? Alors, nous, au ministère du Tourisme, on a un projet qui s'appelle le projet des relais paillotes. Ce sont des hôtels écologiques que l'on a pour ambition d'installer près des différents sites touristiques importants de Côte d'Ivoire. Et on a inventorié donc une trentaine de sites touristiques. Je ne vais pas vous les énumérer, mais il y en a dans le sud-est, il y en a dans le sud-ouest, il y en a dans l'ouest, il y en a dans le centre. Une trentaine de sites touristiques qui pourraient accueillir ces relais paillotes. Ce sont des hôtels écologiques d'entre 20 et 30 paillotes, bungalows, qui vont épouser l'architecture locale, qui vont utiliser de la main-d'œuvre locale, qui vont utiliser des produits locaux, aussi bien en vivrier que les produits alimentaires locaux. Écologiques parce qu'on aura une partie de l'énergie qui sera de l'énergie solaire. Donc, on a inventorié une trentaine de ces relais paillotes à travers la Côte d'Ivoire et ils sont destinés à être implantés près des sites touristiques. Alors, est-ce que en dehors de ça, Monsieur le ministre, je pense que la question directe est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire offre? Il y a combien de sites touristiques qu'on peut visiter? On a un chiffre qui nous a... parlé de 800. Vous avez parlé de 840, j'avoue qu'on se dit, bon, ben, s'il y a 840 sites qui pourraient être... Oui, mais alors qu'est-ce qu'on entend par site? Est-ce que ce sont... des choses déterminées? Est-ce que ce sont des régions? Est-ce que ce sont des zones? Est-ce que c'est vraiment... bon, si vous prenez le Cava, en zone 4, qui est un centre artisanal où on peut aller acheter des souvenirs. C'est un site touristique. Bien sûr. Les touristes s'y rendent. Vous prenez les tisserands de Ouaranene, c'est un site. C'est un site touristique. Alors les 800, on peut les trouver. Hein. On peut les trouver facilement. Alors moi, quand je parlais des 30, je parlais de zones. Quand je parle d'un site, c'est Mans et ses cascades. Alors c'est Mans, les cascades, les ponts de liane et tout ça. Pour moi, c'est un site. Mais si vous dites, je vais aller voir les bijoutiers du coin, je vais aller voir le Cava, après je vais au Banco, ensuite je vais aller voir, la potière à Bingerville. On peut trouver 2 ou 3 sites tels que vous l'entendez, rien qu'à Bingerville. Vous voyez, donc sur Abidjan, on peut trouver, je dirais, facilement une centaine de sites. Donc les 800, je ne suis pas surpris. Mais on ne parlait pas de la même chose. Très bien. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très riche. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on travaille sur plusieurs niches. Alors nous, on travaille sur le balnéaire, bien sûr, 550 km de côte, il faut les exploiter. On a des plages qui sont très très belles et qui sont très compétitives au niveau africain. On a le culturel, un pays qui est très riche, avec une très grande diversité de cultures. On a l'écologie, des parcs et des réserves, on a la forêt de taille dans le sud-ouest, encore le sud-ouest, qui est inscrite au patrimoine. Merci pour l'observation. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas que la ville de Grand Bassam, la forêt de taille également. On a le tourisme religieux, on a quand même la plus grande basilique au monde dans notre pays. On a des mosquées centenaires dans le nord du pays. On a le tourisme sportif, on a le golf, on a la pêche sportive, la pêche au gros.
avec des records de prise de marlin bleu, entre autres, dans les eaux ivoiriennes. Et on a l'agrotourisme. Est-ce qu'on a du safari en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous entendez par safari? Si c'est le safari comme au Kenya, Comme- on monte dans oui, un comme au 4x4 et Kenya et puis tout qu'on ça, voit ouais. 100 zèbres passer, et puis 200 gnous Ça pourrait quand même passer, attirer du monde, et hein. puis des troupeaux d'une trentaine d'éléphants, non. On n'a Mais pas, ça pourrait quand même on attirer n'a du pas, monde. Est-ce que vous y oui, on pensez? n'a pas les zèbres, on n'a pas les girafes, on n'a pas les éléphants, tiens, mais monsieur on le a ministre, d'autres richesses en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas vouloir faire forcément ce que les autres font. La Côte d'Ivoire est un pays très riche, et j'étais en train de parler de la dernière niche sur laquelle on travaille, qui est l'agrotourisme. Parce que vous imaginez peut-être pas, mais il y a une très grande majorité d'Occidentaux qui mangent du chocolat tous les jours, près de 8 kilos pour les Français par an de chocolat, et qui ne savent pas d'où vient le chocolat. Comment c'est fait? Comment c'est fait, où ça pousse comme une pomme ou une pomme de terre, ils ne savent pas. Et quand on leur offre la possibilité de visiter une plantation de cacaoyer ou une plantation de caféier, d'EVA, de bananes, d'ananas, de palmiers à huile, aujourd'hui, il y a une très forte demande. Et je pense que c'est une niche qui va porter ses fruits très bientôt. Parler de safari, ça me fait penser, à Monsieur le ministre, aux eaux de Boaké. Vous savez, qu'il attirait du monde à l'époque. Hein? Les eaux de Boaké, qu'en est-il? Oui, oui. Mais alors, les eaux participent à la problématique que j'exposais tout à l'heure de la dégradation des sites touristiques. Je sais que le gouvernement aujourd'hui travaille sur le zoo d'Abidjan. On commence par le zoo d'Abidjan qui devra être restructuré, je dirais rénové et repeuplé. Donc le gouvernement le fait avec des partenaires, des pays amis, et ça va être identique pour le zoo de Boaké, mais après il y a le parc d'Abo-Kwameko qu'il va falloir reclôturer, il va falloir repeupler en faune. Donc c'est un gros chantier. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous a mis au travail, nous sommes à la tâche, et je dois dire qu'on profite des résultats très positifs qu'enregistre la Côte d'Ivoire. À notre modeste niveau du secteur du tourisme, on profite, on enregistre également de bons résultats. Allez-y, Diakité. Alors, Monsieur le ministre, parlons toujours de la relance du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que souvent, quand on regarde les chaînes internationales, on voit de temps en temps de la publicité sur visiter telle partie du monde. On n'a pas encore vu pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous y pensez? Promotion du tourisme à l'extérieur. Oui. La question est très claire. Hein? La question est très claire. très Ça claire. dit Vous allez que... voir que la réponse est encore plus claire. Alors ça va nous faire plaisir. Allez-y alors. Alors, ce que je vais vous dire d'abord, c'est que quand vous voyez un message sur une de ces grandes chaînes internationales, pour ne pas la citer, CNN par exemple, c'est des centaines de millions de francs CFA pour 30 secondes de passage. Alors quand vous voyez une publicité, venez visiter telle destination, tel pays, c'est que de gros moyens ont été mis en jeu pour attirer une certaine clientèle vers cette destination. Je vous dis tout de suite, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de faire cela. Voilà, de faire autant de promotions, d'autant plus qu'il y a, à certains moments, le nombre de téléspectateurs qui suivent cette chaîne-là, je ne vais pas répéter le nom, frôle le milliard. Frôle le milliard. Et sur ce milliard de téléspectateurs, il y en a peut-être 100 000 qui seraient intéressés par la destination. Donc, si vous ramenez les centaines de millions que vous dépensez aux 100 000 potentiels qui seraient intéressés par votre destination, c'est le touriste qui vous revient à plusieurs dizaines de millions. Alors, oubliez les $1000 qu'il va laisser sur place. Si vous-même, vous avez dépensé des dizaines de millions pour le faire venir, vous voyez que le compte est vite vu. Alors, ce que nous, on fait, vous avez entendu parler des fameux éductours.
les fameux éductours. Le mot éductour vient du mot anglais educational tour. Ça veut dire un tour de familiarisation. On dit aussi un fam trip, tour de familiarisation. Alors, au lieu de faire la publicité sur une grosse chaîne internationale, on va identifier les différentes niches sur lesquelles on travaille et on va s'adresser sur les marchés émetteurs de touristes. On va identifier des journalistes spécialisés dans ces niches. On va identifier des tours opérateurs, des voyagistes qui sont spécialisés dans ces différentes niches. On va demander la collaboration de nos amis opérateurs, que ce soit des hôteliers, des transporteurs aériens, et on va faire une sélection de tours opérateurs, de journalistes spécialisés dans les différentes niches sur lesquelles on travaille, avec la collaboration de nos amis hôteliers, de nos amis transporteurs aériens. On va les inviter sur 8-10 jours à visiter la Côte d'Ivoire, à voir ses potentialités et à moins de frais. Très bien. Donc, le résultat, c'est que, par exemple, les journalistes spécialisés vont retourner chez eux s'ils ont apprécié ce qu'ils ont vu et ils vont faire des rédactionnels dans les magazines spécialisés gratuitement, ce qu'on appelle un rédactionnel. Donc, ça nous coûte 0 francs. Et les gens qui sont intéressés, par exemple, au tourisme culturel, qui sont abonnés à ces magazines spécialisés dans le tourisme culturel, vont lire 3-4 pages sur la Côte d'Ivoire, qui leur dit que c'est un très beau pays, qui est riche, qu'il faut absolument visiter, où les gens sont gentils, avec un climat exceptionnel, et, enfin, toutes les choses que vous connaissez. Très bien. Monsieur le ministre, nous allons faire à nouveau un tour chez les téléspectateurs où nous attend bien entendu Maï Sako pour certainement prendre certaines préoccupations de nos téléspectateurs. Maï Sako. Oui, Monsieur Traoré. Monsieur Léon Quadio appelle de Toumaudi. Il pose la question suivante. À quand le réaménagement du zoo d'Abidjan, comme promis par le ministre Roger Kakou? Monsieur Quadio souhaite que le zoo d'Abidjan soit vraiment réhabilité pour que les animaux y soient plus à l'aise. L'autre préoccupation nous vient de Cocody, c'est celle de Monsieur Daignan. Sur la route de Bassam, il y a eu plusieurs démolitions. Que compte faire Monsieur le ministre du Tourisme de ces espaces désormais vides? Et Monsieur Sanogo Moussa appelle, lui, de Bondoukou. Depuis que Bassam a été érigé en patrimoine mondial par l'UNESCO, qu'est-ce que cette ville a eu de positif? Et M. Quadio Léon de Toumaudi revient à la charge. Il fait une doléance. Il souhaite qu'il y ait des sites touristiques chez lui à Toumaudi. Il voudrait savoir si cela est possible. Voilà pour l'instant les préoccupations retenues. Monsieur le ministre, je pense, si je ne m'abuse, que vous avez déjà répondu à la première préoccupation de M. Quadio, qui a appelé de Toumaudi, et qui voulait savoir à quand le réaménagement du zoo d'Abidjan. Je pense que tout à l'heure, dans votre réponse, vous nous avez un peu éclairé. En revanche, alors, la doléance de M. Quadio est simple. Hein, il a appelé Toumaudi, il demande est-ce que c'est possible qu'à Toumaudi, il y ait des sites touristiques? C'est une question. Le site touristique n'est pas un objet. C'est pas, je ne sais pas. C'est pas. Il fait savoir, est-ce que vous envisagez. S'il y a des potentialités touristiques à Toumaudi, et Toumaudi et sa région, c'est ce que j'entends, ces potentialités devront être développées. Et nous, on compte beaucoup sur les collectivités locales en Côte d'Ivoire Tourisme, qui est la branche promotion intérieure et extérieure du ministère du Tourisme, a rassemblé tous les présidents des conseils régionaux autour d'une table et a développé ce qu'on appelle le PAD-VTCI, le programme d'appui au développement des villes et territoires de Côte d'Ivoire. La plupart des conseils régionaux donc, ont adhéré à ce programme et aujourd'hui, on collabore avec ces conseils régionaux
Et ils doivent aussi, on dit aide-toi, le ciel t'aidera, ils doivent aussi faire un inventaire des différents sites touristiques de leur région, de leur ville, et partager avec nous ce qu'ils auront découvert, et on pourra les développer ensemble et en faire la promotion pour leur compte. Donc, Toumaudi, c'est une ville, une très belle ville par ailleurs, c'est une très belle région. Et on pourra travailler avec les collectivités locales de la ville de Toumaudi, de la région de Toumaudi, à l'identification des potentialités touristiques de cette région-là, afin d'en faire la promotion. Alors, cet autre téléspectateur qui a appelé des Cocody voulait savoir, sur la route de Bassam, il y a eu beaucoup de destructions. Qu'est-ce que vous entendez faire? Alors, je pense que les destructions avaient pour but d'assainir cette région-là et puis de mettre cette zone-là en conformité avec la législation locale. Vous savez que au fil des années, les gens ont fait tout et n'importe quoi. Il y a des conditions. Vous savez qu'au bord de mer, vous ne pouvez pas construire à moins de 50 mètres. En bord de lagune, à moins de 25 mètres. Donc, les gens se sont laissés aller à telle enseigne que ça ne ressemblait plus à rien du tout. Donc, le gouvernement a pris la décision de procéder à un gros nettoyage. L'objectif étant de libérer toute cette zone et d'étudier des projets structurants, parce que c'est une zone touristique prioritaire, d'étudier des projets structurants qui sont reliés au secteur du tourisme et qui pourraient mettre en valeur cette région. C'est pas au balnéaire. Voilà, c'est le balnéaire. C'est le balnéaire. Et c'est le sud. C'est le sud. Hein? C'est le sud, oui, oui. Patricia, bonsoir. On va mettre un peu de mer. Mais non, pas plus. Oui, pas, mais je voulais qu'on s'occupe un peu plus aussi. Hein? Nous, on ne fait que constater. Hein? Oui. Très bien. Patricia, bonsoir. Bonsoir, Très bien. Vous êtes en face du ministre. Vous êtes notre spécialiste maison. Vous avez fait d'ailleurs ce dernier reportage concernant des Espagnols. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Ils sont venus découvrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Très bien. Ça, c'est une initiative. Et ça coûte moins cher que de passer des spots. Je vous ai compris, monsieur le ministre, mais nous allons revenir sur la question. Patricia, le ministre, vous écoute. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, à votre avis, l'Ivoirien s'intéresse-t-il au tourisme intérieur? Répondez par oui ou non, vous aurez le temps de développer tout à l'heure. Oui. D'accord. Eh bien, après un sondage des populations, 45% estiment ne pas être favorables au tourisme intérieur. Selon elle, le SMIC est à 60 000 francs. Et le coût d'une chambre dans un hôtel 3 ou 4 étoiles varie entre 50 ou 60 000 francs CFA. N'est-ce pas là un frein pour l'Ivoirien qui veut découvrir son pays? Oui, c'est une drôle de question, ou une drôle de façon de poser la question. Parce que si vous partez du SMIC et que vous prenez un hôtel 3, 4 ou 5 étoiles, forcément vous allez trouver des gaps là qui me paraissent insurmontables. Pourquoi je dis que l'Ivoirien s'intéresse au tourisme intérieur? C'est parce que l'Ivoirien a cette soif de découverte. Et je pense que si les conditions sont réunies, c'est-à-dire au niveau infrastructure, au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire, et on le voit aujourd'hui, je vous ai dit, 706 000 touristes intérieurs en 2014, ça veut dire que les Ivoiriens voyagent. Oui, les Ivoiriens voyagent et les Ivoiriens ont soif de connaître leur pays. Alors, il y a plusieurs manière de voyager. On peut habiter soit chez l'habitant, on peut habiter dans des résidences, et il y a des hôtels, il n'y a pas que des 3, 4, 5 étoiles. Ne me dites pas ça. En Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, il y a des hôtels que vous pouvez avoir à 3 000 francs la chambre. Ça, c'est assez rare. Hein? Un cas pratique, monsieur le ministre, un cas pratique. Par exemple, la famille Konaté ou la famille Touré, je dis n'importe quoi, composée de 4 ou 5 personnes qui quittent le nord du pays pour venir découvrir Assino ou Bassam. Comment font-ils? Le cas pratique. Ouais.
Mais je pense qu'Assini et Bassam, ils vont certainement y passer la journée et puis peut-être rejoindre une zone d'habitation proche, par exemple sur Bassam, sur Abidjan, sur Port-Boué, où ils pourront avoir le logement qui correspond à leurs moyens. Mais s'ils veulent vraiment rester sur Bassam ou Assini, avec s'ils veulent dormir, oui, avec le coût des réceptifs hôteliers, c'est un frein, monsieur le ministre. Oui, et l'habitant ne va pas accueillir tout ce monde-là aussi. C'est exact, mais tout le monde ne peut pas tout faire non plus. C'est ce que je vous dirais. À la vérité, monsieur le ministre, oui. Patricia voulait vraiment savoir. Il faut dire aujourd'hui, on l'a dit dans notre introduction, on a plutôt l'impression que le tourisme est une activité de luxe. Tout à fait. Quand vous avez donné le chiffre de 706 000 en 2014, j'avoue que je n'avais pas ce chiffre, mais j'étais très étonné. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait eu autant de personnes. Maintenant, de quelle catégorie sont ces personnes? À la vérité, la question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens peuvent se permettre de faire du tourisme? De faire du tourisme. Avec ce que cela coûte. On dit que lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des réceptifs hôteliers qui correspondent à toutes les bourses. Je pense, je le dis très sincèrement. Forcément, si vous allez dans une zone bien spécifique où il y a des établissements de luxe et que vous me dites que certaines personnes qui sont au niveau de SMIC veulent y résider, comment ils font? Moi, quand j'étais jeune, j'étais à un festival de musique pop dans un endroit en Angleterre qui s'appelle l'île de White. Mais je n'avais pas les moyens d'y aller. Je suis allé avec mon frère et on a dormi 4 jours à la Belle Étoile dehors. Parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas un centime pour aller à l'hôtel, ni dans une auberge de jeunesse. On avait juste de quoi manger un sandwich par jour. On a dormi dehors et on était très heureux d'avoir pu participer à ce festival de musique pop. Très bien, Patricia, allez-y. D'accord. Nous avons compris, hein. Monsieur le ministre, merci de cette réponse. Nous avons tout à fait compris. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi avec tout le monde. Ok, très bien. D'accord. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie adoptée pour le développement du tourisme intérieur? Alors, la stratégie adoptée pour le développement du tourisme intérieur, c'est les infrastructures. Et vous venez d'en parler, les infrastructures au niveau hôtelier. Il faut en permettre aux différentes régions, aux différents sites touristiques d'avoir des capacités d'accueil. Et moi, je parlais des relais paillotes que l'on situe au niveau 3 étoiles. Mais les hôtels, il n'y a pas que 3 étoiles. Il y a des hôtels de 1 étoile, il y a des hôtels de 2 étoiles. Et aujourd'hui, on a toutes ces catégories. Si vous prenez la place d'Abidjan, en 2012 et 2014, on a accordé 238 agréments pour des établissements hôteliers sur la place d'Abidjan uniquement. Ça représente 4000 chambres. Mais ces 238 établissements hôteliers ne sont pas des 4, des 5 étoiles. Il y a des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et... Est-ce qu'il y a des destinations, des sites identifiés, dignes d'intérêt? Y a-t-il des destinations, des sites identifiés qui sont dignes d'intérêt? Tout à l'heure, on parlait de 800 sites. Oui, il y a des sites qui sont identifiés. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Le secteur privé sur lequel on compte pour tout ce développement-là, puisque l'État voudrait que le développement de ce pays se fasse sur la base partenariat public-privé, avec aux alentours de 30-35% d'investissement public et 65-70% d'investissement privé. Mais les privés, aujourd'hui, frappent à la porte parce qu'ils voient le potentiel que représente la Côte d'Ivoire. Pas simplement au niveau agriculture, pas simplement au niveau minier, pas simplement au niveau des services, mais au niveau tourisme. Il y a un très fort potentiel. Et les gens aujourd'hui, les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, aujourd'hui, ont des projets sur la table ou qui sont déjà en construction
d'établissements hôteliers de 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et c'est le cas non seulement à Abidjan, mais à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, comment développer le tourisme intérieur? C'est en travaillant sur les infrastructures. Bien sûr, les problèmes sécuritaires qui existaient ont disparu, je dirais. Et donc, l'Ivoirien, aujourd'hui, se sent libre et en toute sécurité de sillonner en son pays, du nord au sud, d'est en ouest. Et c'est ce qui participe au développement du tourisme intérieur. Dans le tourisme intérieur, justement, je veux poser la question. Vous parlez de développement des infrastructures. Alors, que pensez-vous alors, quelle est la situation aujourd'hui d'un hôtel comme l'hôtel Harmattan, quand même? L'hôtel Harmattan de Boaké a besoin d'un coup de rafraîchissement. Et je pense que le projet est en cours. Il y a plusieurs établissements. Il y a l'Harmattan à Boaké, il y a le RAN Hôtel, il y a les hôtels à Corbeau, il y a le Mont. Il est opérationnel encore. Oui, mais l'Harmattan est complètement... Oui, mais tout ça, ce sont des projets qui sont sur la table. Réunir les investisseurs, réunir les moyens. Le potentiel est là, puisqu'il y a de nouveaux projets. Il n'y a pas que l'Harmattan, il y a des projets de nouveaux établissements hôteliers pour Boaké. Donc, je vous dis, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Forcément, j'en discutais avec des amis il y a quelques jours. Un hôtel, du moment où on le conçoit, au moment où on ouvre ses portes pour le premier client, il peut se passer, je dirais, en 3 et demi et 5 ans. Oui, donc... D'accord, Monsieur le ministre. Est-ce que la reprise du tourisme international n'a-t-il pas relégué le tourisme domestique, le tourisme intérieur au second plan? Non, parce qu'on travaille, je vous dis, très sincèrement, et on travaille parallèlement sur le développement du tourisme extérieur et le développement du tourisme intérieur. Les moyens d'obtenir une croissance conséquente pour les deux types de tourisme sont presque identiques. Je parlais tout à l'heure d'infrastructures, de problèmes sécuritaires, de conditions sanitaires, etc. Mais ce qui est valable pour le tourisme intérieur l'est pour le tourisme à l'international. Donc non, il n'y en a pas un qui est préjudiciable à l'autre. D'accord, Monsieur le ministre. Donc nous allons revenir sur les chiffres. Tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 30 janvier 2015, le Premier ministre Kablan Duncan a annoncé 285 485 touristes internes en 2014. L'Office national du tourisme annonce 710 000 touristes nationaux. Quels sont les chiffres exacts, Monsieur le ministre? Les vrais chiffres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2011, on a enregistré c'était 289 000 touristes internationaux. Là, c'est nationaux. En quelle année? En 2014, touristes internes. Le nombre de touristes nationaux en 2014 est de 706 000 touristes. 706 000. 706 000 tourisme intérieur, c'est-à-dire des nationaux ou des résidents en Côte d'Ivoire qui se sont déplacés de leur point de résidence et qui ont été dans un autre point à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. D'accord. Les chiffres ne vous convainquent pas? Non. Pas du tout. Alors, on ne va pas faire la guerre des chiffres. On va être plus précis. Monsieur le ministre, vous savez très bien que les Ivoiriens percevraient mieux. Je reviens à cette question. Quand vous avez une très forte manifestation et que vous avez, on dit 80 000 personnes ont assisté, prenez Paquinou. Ouais. D'après vous, combien de personnes ont voyagé à travers le pays à l'occasion de Paquinou? D'après vous? Alors 200 000, ça me paraît faible. Non, c'est faible, 200 000. Voilà, donc vous croyez à mon chiffre.
Alors, monsieur le ministre, vous savez, nos compatriotes aiment bien les chiffres. Hein. Combien de tourisme rapporte-t-il à la Côte d'Ivoire en termes de gains, au-delà des PIB, de vos contributions? En termes de gains, qu'est-ce que cela représente? Je pense qu'en 2014, vous allez me dire si mon chiffre est vrai ou faux, en 2014, le tourisme représente, je pense, 583 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Alors, très bien, moi je note 583 milliards. Patricia, vous avez noté. En 2014, hein, vous avez dit? Oui, c'est très bien. Alors, on ne va pas continuer la guerre des chiffres. Allez-y pour votre D'accord, pour question. la suite des questions. Ok. Monsieur le ministre, il n'y a aucun parc digne de ce nom à Abidjan. Une métropole pourtant modèle. Même la forêt du Banco et le jardin botanique qui pouvaient accueillir des touristes sont restés longtemps squattés par des destructeurs de la nature. Peut-on espérer une réhabilitation de ces infrastructures vitales pour l'homme, touristes ou pas? Oui, c'est un projet très important du gouvernement de Côte d'Ivoire que de réhabiliter, de remettre en fonction et le zoo d'Abidjan et le jardin botanique de Bingerville. C'est fait en collaboration entre le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts, avec l'aide de partenaires de pays amis. Bien sûr, le ministère du Tourisme a un œil attentif à ce qui se fait dans ces deux zones-là, parce que ça participe de la matière première que nous vendons ensuite, dont nous faisons la promotion. C'est comme la culture. La culture, pour nous, c'est de la matière première. Alors quand on dit que c'est un pays qui est très riche culturellement, nous, ensuite, on va en faire la promotion. Si on a un pays où il y a une ville comme Grand Bassam qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on en fait la promotion. C'est notre matière première. Alors forcément, le zoo d'Abidjan, le jardin botanique, ça va être le parc d'Abo Kwamekro dans le centre du pays, ça va être la forêt de taille. On a un intérêt très fort à ce que ces différents points-là soient réhabilités. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le gouvernement ivoirien. Allez-y. Ok, monsieur le ministre, Abidjan regorge de réceptifs hôteliers et de qualité, et cela va se consolider avec 2 ou 3 hôtels de haut standing actuellement en chantier. Mais au plan de la quantité, notre pays est largement en retard par rapport à certains pays de la sous-région. Même si je prends le cas du Maroc ou Marrakech, où il y a près de 1175 hôtels, Abidjan, environ 128 hôtels, si mes chiffres sont bons. Peut-on connaître les perspectives en matière d'infrastructures hôtelières? Vous parlez du Maroc, ça me donne l'occasion de dire que c'est un pays qui est très en avance sur la Côte d'Ivoire en matière de développement touristique. Et je vous dis que l'objectif du ministère du Tourisme pour fin 2015 est de 500 000 touristes. Quand vous pensez que le Maroc a largement dépassé les 10 millions de touristes par an, on ne joue pas dans la même ligue, si on veut rapporter ça au football, puisque c'était l'actualité ce soir. On ne joue pas dans la même ligue. Et c'est pour ça qu'on profite de l'expérience et de l'expertise de nos frères et amis marocains dans le domaine du tourisme, parce qu'ils ont cette expérience, parce qu'ils ont cette expertise. Alors forcément, les 10 millions de touristes, il faut les loger. Bon, c'est pas tout le monde qui dort en plein air comme j'ai fait quand j'étais jeune, il faut les loger. Et ils ont la capacité d'accueil, des réceptifs de qualité, même de très grande qualité, dans toutes les régions du Maroc. Vous parlez de Fès, d'Agadir, de Rabat, de Casa, de Marrakech, dans le sud du pays, dans le désert. Ils ont des réceptifs de très bonne qualité qui leur permettent de, bien sûr, accompagner d'un service de très bonne qualité. C'est pour ça qu'on envoie nos compatriotes là-bas en formation, qui leur permet d'accueillir dans des conditions de confort maximum leurs visiteurs étrangers. Donc,
On a un long chemin à parcourir. On est sur la bonne voie. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents établissements qui étaient en construction. On parle de plus de 1200 chambres qui vont ouvrir, je l'ai dit, avant la fin du premier trimestre en 2016. Et ça continue. On a des projets, je n'ai pas parlé, on a des projets au plateau sur le site de l'ex-marché du plateau. Si vous prenez la zone de l'ex-supermarché Nourléat, on a un projet du groupe pour un hôtel Movenpick dont la construction va commencer très bientôt. On a le projet d'hôtel sur le boulevard Giscard d'Estaing. Il y a beaucoup d'établissements, des établissements de haut standing qui sont en construction. Et c'est sans compter les 238 établissements qui ont été agréés en 2012 et 2014. Donc, je vous ai dit, ça représente 4000 chambres. 4000 chambres, ce n'est pas rien pour la ville d'Abidjan. Donc, la Côte d'Ivoire est en progrès et les fameux taux de croissance qui approchent les 2 chiffres de la Côte d'Ivoire peuvent se ramener au tourisme, puisque la participation du tourisme, et vous aimez les chiffres, la participation du tourisme au PIB de la Côte d'Ivoire en 2011 et 2014 est de 43% annuel. C'est énorme. Patricia, alors vous aimez les chiffres, moi j'ai essayé de faire comme vous. Monsieur le ministre, en octobre 2014, dans une de vos déclarations, je vais le reprendre, et vous allez nous dire quel est l'état des lieux aujourd'hui, vous avez précisé que 76,5 milliards ont été investis dans le secteur de l'hôtellerie, avec la construction, depuis 2011, de 14 nouveaux établissements, de plus de 2000 chambres qui seront ouverts en 2015 avec la création de 3000 emplois. Est-ce que ce projet-là, vous y tenez encore? Est-ce que vous avez avancé? Quel est l'état aujourd'hui? Non, la réalité des choses nous a dépassé, puisque aujourd'hui, en 76,5 milliards, ce que j'ai dit à l'époque était tout à fait exact. Aujourd'hui, on est à 141 milliards d'investissements en 2012-2014 pour les établissements qui ont été agréés, qui sont en construction et qui sont sur le point d'ouvrir. Donc, 141 milliards d'investissement dans le domaine touristique, hôtelier principalement, ce qui représente donc à peu près 4000 chambres. Très bien. Donc mes chiffres sont dépassés. C'était octobre 2014, il y a eu une évolution. Alors Patricia, donnez-nous une minute parce que... Alors, il y a une évolution, mais ce n'est pas les 2014, c'est le nombre d'agréments et de licences d'exploitation qui ont été donnés en 2014 pour de nouveaux établissements qui font que les chiffres ont explosé. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, nous allons faire un dernier tour. Il nous reste quelques petites minutes pour retrouver Maïsako, pour savoir si certains téléspectateurs l'ont encore appelé. Maïsako. Oui, nous avons Monsieur Siloué Gabriel qui appelle de Mont. Sa question est la suivante. Est-il possible de bitumer la voie qui mène à la cascade de Mont? Et mademoiselle Konaté est étudiante en tourisme et hôtellerie. Elle appelle de la Riviera à Cocody. Comment le tourisme peut-il participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? Et M. Doumbia, lui, il réside à Bobo. Il voudrait savoir ce qu'il en est du tourisme sportif, à savoir la relation entre le ministère du Tourisme et le ministère des Sports. Il souhaiterait que ces deux ministères puissent faire en sorte que les équipes sportives qui viennent de l'extérieur ou même les équipes ici en Côte d'Ivoire qui viennent pour des compétitions soient basées également à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Cela pourrait, selon M. Doumbia, intéresser des investisseurs. Cela va les amener à construire plus d'hôtels hors d'Abidjan. Qu'en pense le ministre? Et enfin, M. Enoblé appelle de San Pedro pour la seconde fois
Comment le ministre peut-il amener les élus locaux à inclure dans leur gestion le développement du tourisme? Voilà les préoccupations que nous avons retenues pour la fin. Alors, merci Maïs Sako. Patricia, vous avez peut-être vous avez une dernière question? D'accord, allez-y, posez-la. On va essayer de faire un choix et laisser le ministre. Monsieur le ministre, ma question concerne le balnéaire. Y a-t-il des investisseurs intéressés par le balnéaire? Et alors, le balnéaire, je le dis, la Côte d'Ivoire est très riche. Au niveau balnéaire, on parle de 550 km de côte avec de très très belles plages. On a bien sûr la zone d'Assini, on a la zone de Jacquesville, et avec l'avènement du pont Philippe-Grégoire-Yassé, il y a de très fortes demandes Il y a beaucoup d'investisseurs. qui se C'est la font question sur la zone. savoir. Oui. bien. Les gens frappent à la porte. Alors, On a la zone du sud-ouest avec du potentiel extraordinaire. On a la zone de Sassandra, on a la baie de Monogaga, on a la baie de Grand Bérébi, même sur San Pedro elle-même, il y a de très très belles plages. On a la baie de Taki, une très très belle en plage, la baie de Taki. C'est la zone où sera construit le futur aéroport international de San Pedro. Donc toutes ces zones-là attirent aujourd'hui des investisseurs nationaux et internationaux. Alors forcément, je vous ai dit, le tourisme est une activité transversale, il faut les infrastructures, on a la très bonne nouvelle qui nous a été donnée par son Excellence le Président Alassane Ouattara de la construction de l'autoroute entre Abidjan et San Pedro. On a déjà l'ouverture de la ligne aérienne exploitée par Air Côte d'Ivoire, l'aéroport international qui est aujourd'hui au stade des appels d'offres et qui permettra l'arrivée de vols charter directement de l'étranger. Et une fois qu'on aura toutes ces conditions-là, vous verrez des projets pousser comme des champignons. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ça va. Heureusement, il n'y a pas question de chiffres là. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Hein. Oui. Monsieur le ministre, on va aller très vite parce qu'il nous reste quelques petites minutes. Les questions sont très précises. Je veux que vous nous répondiez directement. C'est une question d'un téléspectateur qui veut savoir est-ce qu'il est possible de bitumer la route qui mène aux cascades. On a été il n'y a pas longtemps avec mes collègues du ministère à visiter les cascades de Mans. Donc c'est possible. Laissez-moi finir. Je pense que la route, j'en ai pas un mauvais souvenir. Et je pense que si elle n'est pas bitumée, elle participe au tourisme. À la curiosité. S'il faut aménager la route à Abidjan-San Pedro, oui. Mais le petit morceau de route qui vous amène à la cascade, parce qu'elle n'est pas si loin que ça du centre-ville de Mans, le petit morceau de route qui n'est pas bitumé, je pense que c'est notre safari à nous. À nous, très bien. Alors, je vais vous laisser la dernière question, ça sera votre mot de fin également. C'est une étudiante qui a appelé. Mais je la saute et je continue. On a un téléspectateur qui a parlé du tourisme sportif. Il a souhaité, il dit quels sont vos rapports avec le ministère dans ce domaine. Je crois que vous avez déjà expliqué en parlant du tourisme religieux et du tourisme sportif, oui. Mais en même temps, il a fait une suggestion et il souhaiterait que les équipes qui viennent jouer ici, de temps en temps, aillent se produire à l'intérieur du pays pour amener quelques investisseurs à construire des hôtels. Mais la question qui me semblait essentielle, et c'était même dans l'introduction, je ne sais pas si j'ai mal lu, mais vous aviez dit, et c'est pour ça qu'elle vous pose la question, cette téléspectatrice, vous aviez dit que vers 2020, le tourisme ivoirien pourrait être, vous n'avez pas dit une des clés, la clé du développement. C'est dans un test que nous avions devant nous et la dame, la jeune fille plutôt qui a appelé, demande comment le tourisme peut participer à une Côte d'Ivoire émergente en 2020, monsieur le ministre. Moi, je dis que le tourisme est une activité qui est créatrice de richesse, créatrice d'emplois, qui est facteur de paix
qui est facteur de cohésion sociale. Ce n'est pas vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour le monde entier. Et je l'ai dit, 250 millions de travailleurs dans le secteur du tourisme, 1500 milliards de dollars de recettes. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire soit en reste. Alors si on joue notre partition à notre modeste niveau, je pense que le tourisme, le secteur du tourisme pourra jouer un rôle clé dans l'atteinte de l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020. On est sur la bonne voie, mais l'émergence c'est un tout et le tourisme c'est une activité de l'économie ivoirienne qui également touche à plusieurs secteurs. Quand on parle par exemple de 4000 emplois, ce sont des emplois directs. 4000 emplois, c'est 12 000 à 13 000 emplois indirects, vous voyez, parce que le touriste, il vient ici, il va prendre un taxi, il va aller dans un restaurant, il va manger des fruits locaux, il va acheter un objet d'art local. Donc le touriste qui vient ici et qui va dépenser 1 000 $ pendant les 5-6 jours de son séjour en Côte d'Ivoire, 1 000 $, bon, si vous ramenez ça en francs CFA, c'est 500 000 francs CFA. Donc, si la tonne de cacao à 850, vous pouvez ramener le touriste à la tonne de cacao et vous verrez qu'on n'est pas loin en comparaison. Donc, la valeur ajoutée très élevée pour le secteur du tourisme. Monsieur le ministre, vous avez été très heureux de vous accueillir. Nous en profitons pour dire tout simplement que vous attendiez tous vos invités pour le salon, le CITA, oui. Et que ça aura lieu à partir du 7 mai, c'est important. C'est un salon important pour permettre aussi de connaître la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes et tout ce qu'elle offre. Nous avions été très heureux de vous recevoir. Je pense que vous l'avez également été. J'ai été très heureux. Je vous dis un grand merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ouais. Et j'espère qu'on aura l'occasion assez régulièrement de faire un point sur cette belle activité qu'est le tourisme et qui participe à la promotion de cette belle et très riche Côte d'Ivoire. Très bien. Nous tenons à remercier le gouverneur du district parce que nous avions émis en direct à partir de l'hôtel du district. Merci donc, monsieur le gouverneur Mambé, pour cette générosité. Nous y serons toutes les 2 semaines jusqu'à ce que nous retenions à Cocody. Nous avions beaucoup de plaisir à recevoir M. Roger Kakou, il est ministre du Tourisme. Avec lui, nous avions échangé sur les aspects qui nous intéressaient tous, le cadre juridique, les offres de services et surtout la destination Côte d'Ivoire. Merci à Patricia, merci donc également à Maïsako, à Ibrahim Diakité et à Rémi Klubali. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Ainsi va la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire touristique. Bonsoir chez vous.